je lance l'enregistrement. OK. Donc, déjà, rappel de la semaine dernière. Donc, nous sommes dans le contexte suivant. Donc, E, c'est un espace pré-hilbersien. De dimension finie. Donc, il peut être réel réel ou complexe. Donc, s'il est réel, je dis... Donc, c'est un F espace vectoriel. F espace vectoriel pré-hilbersien, donc réel. Donc, réel, ça veut dire que F, c'est R, ou complexe. F égale C. Donc, je vous rappelle, ça, ce qu'on a dit juste, c'est un espace euclidien, en fait. Donc, le cas réel, c'est-à-dire espace euclidien. Ça, c'est le cas réel. Ou hermitien. D'accord. Donc, on a dit les endomorphismes, l'espace des endomorphismes de E. C'est l'espace de toutes les applications F de E dans E, pardon, de E dans E, F linéaire. Toutes les applications linéaires de E dans lui-même. Et on a dit si, ok, pour F, un endomorphisme de E, on a étudié, on étudie l'application qui a X, donc l'application qui va de E fois E dans F qui a X, Y, associe le produit scalaire de X avec F de Y. Et on a dit, bon, ok, déjà, on a vu que sa matrice on a calculé dans une base orthonormée, orthonormée E1, En. Si la matrice de F dans cette base E1, En, c'est A, alors on a vu que le produit scalaire de X avec F de Y, c'est tout simplement le vecteur de coefficient de X dans cette base fois A. Tous les trois conjugués transposés fois A fois Y. X, Y sont les vecteurs coordonnés. On a utilisé cela pour dire donc l'endomorphisme adjoint de F, donc, qui était F étoile, est l'unique. Donc, on a montré qu'il était unique, qu'il existait, qu'il était unique, et l'unique, tel que, quel que soit X, Y, dans E. Donc, cette application, en fait, on peut l'écrire aussi comme X, F de Y, c'est pareil que F étoile de X, Y, et on a montré qu'elle existe, elle est unique.
cette application en calculant tout simplement sa matrice dans une base. Okay, donc, dans la même base orthonormée, la matrice dans la même base orthonormée E1 et N de F étoile, c'est juste la matrice de F transposée, conjuguée. Voilà, et on a fini en disant que, en fait, donc tout ça, c'était des choses très formelles. Et là, je suis parti un peu sur une idée intuitive. D'accord? Donc, intuitivement, et c'est une intuition qui n'est pas parfaite, mais qui marche quand même pas mal. Et vous verrez plusieurs instances où elle marche bien. Donc, intuitivement, l'application A donne A conjugué transposé, ou pour une matrice réelle, ce sera juste A donne A transposé pour une matrice réelle. Non. C'est quoi ce truc? Pardon. Là, j'ai un souci technique. Pourquoi? Hop, restaurer le fichier. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ce logiciel, il n'est pas parfait. Ok. Est-ce que vous voyez à nouveau le... Non, non, on voit pas le partage d'écran. Ah non. Ah oui, parce que je n'ai pas redémarré le partage. Oui, bien évidemment que vous ne le voyez pas parce que ça s'est coupé et je ne l'ai pas redémarré. Et voilà, maintenant vous le voyez. Super. OK. Bon, du coup, donc cette application A donne A conjugué transposé ou juste A donne A transposé pour une matrice réelle. Et analogue à l'application la conjugaison complexe. Donc, Z donne, enfin, je vais l'appeler alpha. Alpha donne alpha bar. Donc, conjugaison complexe. Alors, j'ai donné plusieurs instances de cette analogie. Là, je veux me concentrer sur une instance de cette analogie, le cas de comment on caractérise les réels parmi les complexes. Donc, d'accord, donc dans les complexes, donc si j'ai un alpha qui est complexe, alors alpha est réel si seulement si alpha égale alpha bar. Donc, analogie pour une matrice, donc, pour une matrice A dans M, N, N réel, ce serait A égale A transposé, c'est-à-dire asymétrique. Symétrique. Pour une matrice complexe, ce serait l'analogue serait de dire que A est égal à A transposé conjugué. Donc, ce qu'on appelle A hermitienne. Donc, ça, c'est une définition. Et finalement, il y a aussi cette opération, elle correspond à l'adjoint, donc pour F qui appartient à endomorphisme de E, ce serait analogue à F égale F étoile. Et ça, on dit juste F et auto-adjoint. C'est-à-dire, il est adjoint à lui-même. Ça aussi, c'est une définition. Bon, ce que c'est qu'une matrice symétrique, vous le savez. Et moi, mon but, maintenant, c'est de vous montrer
que cette analogie, ce n'est pas juste un petit délire à moi, mais on peut la transformer. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est juste une idée, mais on peut la transformer, cette idée, en un théorème. Alors, la première chose à montrer, la première chose que je veux montrer, c'est que si j'ai une matrice de ce genre ou un endomorphisme de ce genre, alors ils ont des valeurs propres. En fait, toutes leurs valeurs propres sont réelles. Alors, attention, c'est pas une affirmation très... c'est pas si je le dis comme ça, c'est pas une bonne affirmation. Parce que par exemple, pour un nombre, si E est un espace vectoriel, est un R espace vectoriel, peut-être que F n'a tout simplement aucune valeur propre. On sait juste que, parce que sa matrice a peut-être des valeurs propres complexes. Pareil, si j'ai ici une matrice réelle, elle a peut-être des valeurs propres qui sont complexes. Donc, en un premier temps, mais voilà, mais dire qu'une matrice réelle a des valeurs propres complexes a un sens. Dire qu'un endomorphisme d'un espace vectoriel réel a des valeurs propres complexes, ça n'a pas de sens. Donc, pour l'instant, on va se concentrer plutôt sur les matrices. Et du coup, vu que le cas réel, en fait, c'est un cas particulier du cas complexe, on va se concentrer d'abord sur les cas complexes, c'est-à-dire sur ce cas-là. D'accord? Donc, je vous rappelle. Donc voilà, donc lem. On va le faire directement lem. Soit A, une matrice complexe hermitienne. C'est-à-dire A égale A conjugué transposé. Alors, toutes ces valeurs propres sont réelles. Plus tard, on va montrer quelque chose encore plus fort que ça. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Toutes ces valeurs propres sont réelles. Preuve. Preuve. Bah, on va prendre une valeur propre, on verra ce qu'on peut faire avec. D'accord? Okay. Donc, soit lambda, une valeur propre de A, et soit X, donc c'est a priori, c'est un complexe, un vecteur complexe, le vecteur propre correspondant. Vous voyez bien que même si j'étais parti d'une matrice réelle, comme on sait que les valeurs propres sont a priori complexes, je ne pourrais pas, enfin si je veux vraiment considérer toutes les valeurs propres potentielles, je ne peux pas éviter de travailler avec des nombres complexes. Ok, donc ça, et x, le vecteur propre correspondant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est non nul, parce qu'un vecteur propre n'est jamais nul, et ax égale lambda x. Bon. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais calculer en fait, bon, la chose qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais calculer, donc, tout à l'heure, on a vu qu'on a regardé l'application qui était y à y transposé θ. Bon, pardon, x. OK, pardon. Je veux prendre y égale x, du coup, ça me donne ça. OK, donc c'est ça que je vais calculer. Je vais calculer ce truc-là. Alors d'abord, c'est égal à ben voilà, donc je peux poser ce truc-là, donc c'est x conjugué transposé fois ax
c'est-à-dire lambda, x conjugué transposé fois lambda x, donc c'est lambda fois x conjugué transposé fois x, donc ça c'est la somme de tous les xi modules au carré, c'est lambda fois la norme de x au carré. La norme de x, c'est, vous savez bien, la racine carrée de la somme des petits xi au carré. Le produit, la norme euclidienne standard sur, enfin plutôt la norme hermitienne standard, module. Nous sommes complexes, il faut faire. Voilà. Donc, ok, super. Maintenant, je vais faire un autre calcul. Ok, on va faire un autre calcul. Aussi. Je vais faire le même calcul, mais légèrement différemment. Donc, je vais maintenant mettre la parenthèse comme ça. Alors là, je vais dire que je vais faire, donc c'est x conjugué transposé fois, alors je vais écrire a conjugué transposé, l'ensemble conjugué transposé, bon c'est un peu compliqué, c'est pas grave, donc en fait c'est égal à, le transposé ça change l'ordre, donc du coup ça fait a conjugué transposé fois x. Ah, pardon, non, pardon, je peux faire plus simple. Mais je suis idiot. Plutôt que de faire là, pardon. Oh, je peux faire beaucoup plus simple. Je suis complètement idiot. Je fais juste comme ça. A conjugué transposé. A, elle est hermitienne. Enfin, oui, je pensais l'utiliser plus tard, mais je peux l'utiliser déjà dès maintenant. Ouais, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait compliqué quand on peut faire simple. D'accord. Donc, voilà, ça c'est parce que A est hermitienne. Et ça, c'est égal à AX conjugué transposé fois X. Donc, on continue le calcul. Donc, c'est lambda X conjugué transposé fois X. Donc, ça fait lambda bar fois X conjugué transposé fois X. Et c'est pareil que c'est lambda bar fois lambda X au carré. Donc, lambda fois norme de x de au carré égale lambda bar norme de x de au carré. Et x est non nul implique que la norme de x, la norme de x est non nulle. Donc, je peux diviser. Donc, lambda égale lambda bar. Lambda est bien B. Voilà. Je pris une valeur propre quelconque et j'ai montré qu'elle est réelle. Et très bien. Corollaire de ça, enfin, on verra des corollaires plus forts, mais donc corollaire de ça, deux corollaires de ça. Un, si A est une matrice réelle symétrique, alors toutes ces valeurs propres
a priori complexe. Donc, les matrices a priori complexes sont réelles. Et 2, si F est un endomorphisme de E et auto-adjoint, alors, ok. Alors là, il faut faire attention. Parce que je considère en parallèle les deux cas réels et complexes. Donc, dans le cas complexe, il n'y a aucun souci. F a des valeurs propres. Je sais qu'elle a des valeurs propres et je peux dire qu'elles sont toutes complexes. Dans le cas réel, c'est plus délicat pour ce que je dis tout à l'heure. A priori, si on ne sait rien, si juste un endomorphisme d'un espace vectoriel réel, peut-être que ça n'a aucune valeur propre parce que la matrice aurait des valeurs propres complexes, mais comme sont complexes, non réelles, donc peut-être que ça n'a aucune valeur propre. Du coup, la bonne manière de formuler ça, si je veux considérer le cas complexe et le cas réel simultanément, alors je n'ose quelque chose de relativement faible, mais on le renforcera plus tard. Alors, F admet au moins une valeur propre réelle. Je peux aussi dire que toutes ces valeurs propres sont réelles, donc toutes les valeurs propres sont réelles et elle admet au moins une valeur propre, mais finalement, c'est cette version-là. De toute manière, on démontrera quelque chose de plus fort plus tard, donc il me faudra le 2 pour cela. OK, donc preuve. Donc pour le 1, dans ce cas A hermitien, c'est-à-dire que A égale à A transposé qui est égal à A conjugué transposé parce que on est dans une matrice réelle, enfin, la matrice elle est réelle, d'accord, donc on applique le lemme. Et pour le 2, alors on trouve une base, alors ça c'est un peu plus complexe, alors on trouve une base orthonormée. Donc, on sait qu'une telle existe par Gram-Schmidt. On pose A égale la matrice dans cette base de F, d'où A conjugué transposé, c'est la matrice dans la même base de F étoile. Or, par hypothèse, c'est F est auto-adjointe, F égale F étoile. Donc ça implique, c'est même si c'est bon si, hein, ça implique que A égale A conjugué transposé. Ok, si je veux être... Oui, je me rends compte que... Ok. Pardon, ok. Je vais le dire à la fin. Je triche un peu. Je suppose que E est des dimensions non nulles.
Parce que si E est de dimension nulle, évidemment, ça ne marche pas. Je vais l'ajouter ici, parce que sinon, je me sens coupable. Pardon. Et dim E est strictement positif. Pardon. Si dim E est strictement positif et voilà. Parce qu'évidemment, si la dimension de E est nulle, les hypothèses sont vérifiées, mais il n'y aura aucune valeur propre. Okay. Bon. C'est pathologique, mais il faut le mentionner. Je suis désolé. Donc, je suppose que la dimension de E est strictement positive. Voilà. Donc, puisque n égale dim E est strictement positif, A admet O moins une valeur propre lambda a priori complexe. Or, d'après le lemme, lambda est réel. Donc, même dans le cas réel, lambda est de toute manière un scalaire, qu'on soit dans le cas réel ou dans le cas complexe, lambda c'est un scalaire parce que il est réel. C'est donc. Hein, ça c'est toujours une. Voilà. Lambda appartient à F. Dans le 2. Si. Voilà. Donc. Lambda est donc. Lambda est une valeur propre de l'application F. Parce que si c'est une valeur propre de sa matrice, et c'est dans le bon cours de scalaire, c'est forcément une valeur propre de l'application. Et voilà, je lui ai trouvé une valeur propre réelle. Voilà. Donc, on a trouvé, dans le cas réel comme dans le cas complexe, au moins une valeur propre pour l'application F. Maintenant, l'idée, c'est de faire quelque chose par récurrence. C'est-à-dire, je veux dire, bon, j'ai trouvé une valeur propre et maintenant je vais étudier ce qui reste. Notre but maintenant, c'est une construction par récurrence. On trouve une valeur propre réelle pour F, puis on étudie le reste. Donc le reste, je n'ai pas très bien défini, mais ce sera quelque chose en dimension inférieure, en dimension n-1. OK? Alors maintenant, il faut rendre ça formel. OK. Qu'est-ce que je veux dire? Le reste. Alors, définition. Donc ça, pour cette définition, en fait, on n'a pas du tout besoin de toutes ces hypothèses de pré-hilbertien, machin truc. C'est vraiment juste quelque chose qui a à voir avec des espaces vectoriels et des endomorphismes des espaces vectoriels. Donc, probablement, vous avez déjà vu cette définition d'ailleurs, mais je me permets de la répéter. Donc, soit F, un sous-espace vectoriel,
et soit petit f, ça fait trop de f. On va l'appeler g. Et soit petit g, un endomorphisme de E. On dit que f est stable par g si, quel que soit x dans f, g de x, lui aussi, appartient à f. Dans ce cas, je peux restreindre g à des... oui, a priori, g de x serait dans E, mais en fait, il est dans f. Donc ça, c'est une propriété de f, de f et de g. Donc, dans ce cas, on peut restreindre donc, la restriction de G à F, donc notez G restreinte F, comme ça, ce sera une application qui prend des valeurs dans F et qui donne des valeurs dans F. Il sera évidemment linéaire, parce que c'est la restriction d'une application linéaire, donc est un endomorphisme et un endomorphisme de F. C'est-à-dire que G restreinte à F, c'est une application qui va de F dans F, ou encore G restreint à F, pardon, appartient à endomorphisme de F. Quel est le rapport entre ça et nos affaires à nous? Donc, si on revient, donc on prend ces définitions que a priori vous avez déjà vues quand vous avez parlé de, j'en sais rien, de quelque chose. Bon, j'espère que vous l'avez déjà vu, peu importe. Donc, revenons à nos moutons. Je vais faire un petit lemme. Donc, donc maintenant, je reprends le contexte dans lequel je travaille et je dis deux choses. La première chose, c'est que soit F a un endomorphisme, non, pardon, on a dit G, n'est-ce pas? Soit G a un endomorphisme de E et F un sous-espace vectoriel stable. Un sous-espace vectoriel stable par G. Alors, le supplémentaire orthogonal de F est stable par... Quelqu'un veut deviner? G étoile. Donc ça, c'est le premier. Non, vous savez quoi? On va séparer ça en deux lemmes. On va séparer ça en deux lemmes. Donc, on va juste démontrer ça. Preuve. Donc, soit x dans f perpendiculaire, ça veut dire que quel que soit y dans f, x, comment je vais le faire? Je vais le mettre le x, oui, on va le faire comme ça, x scalaire y, pardon, okay, x est orthogonal à y, c'est-à-dire x scalaire, x scalaire y est nul. OK.
maintenant, je vais étudier donc, quel que soit y dans f, je veux maintenant, moi je veux voir que si, je veux voir ce qui se passe avec g étoile de x. Donc, g étoile de x scalaire y, c'est quoi ça? Ben, on applique la définition. C'est par définition égal à x scalaire x scalaire g de y. Or, puisque y est dans f et f est stable par g, ça appartient aussi à f, okay, car y dans f et f est stable par g. Et ça, du coup, c'est x fois quelque chose qui est dans f. On a dit, quel que soit machin dans f, x scalaire, ce machin, c'est nul. Donc, quel que soit y dans f, g étoile de x scalaire y, c'est nul. C'est-à-dire, g étoile de x appartient bien à f perpendiculaire. D'accord? Donc, j'ai pris fx dans f perpendiculaire et j'ai montré que g étoile de x est dans f perpendiculaire. C'est bien ça. Okay. Maintenant, je vais ajouter l'hypothèse que... Non, en fait, ça n'a rien à voir. Ouais, ce sont deux lemmes qui n'ont strictement rien à voir. J'aurais pu les démontrer dans l'autre ordre. Ouais, enfin, peu importe. Ok. Maintenant, un autre lemme. Donc, soit j'ai un endomorphisme de E, mais maintenant j'ajoute une hypothèse qu'il est auto-adjoint. Et toujours F, un sous-espace vectoriel stable. Ok, alors du coup, d'après le lemme précédent, puisque j'ai déjà démontré le lemme précédent, je vais ajouter une chose. Alors, F perpendiculaire est aussi stable par G. Et la restriction donc G, je prends G et je le restreins à F. Donc on a dit, ça c'est un endomorphisme de F. Ça aussi c'est auto-adjoint. Et auto-adjoint est un donc formellement c'est un endomorphisme auto-adjoint de F. Évidemment, F, je le munis de la restriction du produit scalaire de E. Mais ça, c'est implicite quelque part. Lorsque je prends le produit scalaire de E, ça me donne un produit scalaire de F par restriction. Et avec ce produit scalaire, j'ai une notion d'adjoint pour un endomorphisme de F. Et ça, c'est un endomorphisme auto-adjoint de F. Okay? Monsieur? Pardon, oui, il y a une question? Oui, j'ai une question.
Oui, allez-y. G restreinte à F, c'est un endomorphisme de F ou de E du coup? J'arrive pas. C'est à F? C'est un homomorphisme de F. Ok, d'accord. On a, je vous rappelle, alors oui, puisque la question se posait, je vous rappelle, si j'ai un sous-espace stable, c'est-à-dire si je prends une restriction, si je prends un endomorphisme et je le restreins à un sous-espace, ce n'est pas forcément un endomorphisme du sous-espace parce que des valeurs dans F, enfin des vecteurs, si j'ai un X dans F, j'ai des X a priori n'est pas forcément dans F, c'est juste que c'est dans E. Mais si je suppose en plus que F est stable, alors pour X dans F, j'ai des X est dans F et du coup la restriction c'est un endomorphisme de F. Il faut que l'espace de départ et l'espace d'arrivée soient les mêmes. Et pour cela, j'ai besoin de cette hypothèse que ce soit stable. Ok, merci. Dans ce cas, c'est-à-dire F est stable. Alors, voilà. Toute l'idée, c'est de... Oh, ça, c'est moche, ça. Toute l'idée, c'est de passer de quelque chose qui se passe sur un grand espace vers quelque chose qui se passe sur un plus petit espace pour après pouvoir faire appliquer une hypothèse de récurrence. D'accord? Donc, ça, c'est le truc, ça, c'est la phase où je fais une réduction à mon hypothèse de récurrence qui, elle, sera applicable à F, qui est plus petit. OK, mais on y reviendra tout de suite. Là, pour l'instant, je vais juste montrer ça formellement. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, d'abord, donc d'après le lemme précédent, F perpendiculaire est stable par G étoile. Or, G auto-adjoint, G égale G étoile. Ok, très bien. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième. Donc, ok, posons pour simplifier. Donc, posons juste pour ne pas... pour que ce soit... Okay. Posons H, c'est G restreinte à F. Donc, c'est un endomorphisme de F. Soit X, Y dans F. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Et je vais calculer du coup H scalaire X, pardon, HX scalaire Y. Bon, puisque H c'est la restriction de G, c'est pareil que G de X scalaire Y. Donc, c'est pareil que X scalaire G étoile de Y. Or, G égale G étoile. Or, si vous voulez, si vous préférez, je peux dire que c'est pareil que d'abord G étoile de X scalaire Y. Mais ça ne change rien. Ça marchait aussi. Non, comme je l'ai fait tout à l'heure. Hop, tchac. Ah, j'ai besoin de changer, d'ajouter une page. Ok, donc ça c'est égal à ça, et ça c'est égal à X scalaire G dy, qui lui est égal à X scalaire H dy. Donc, qu'est-ce que ça nous dit en fait? Et ben, ça nous dit que donc ça c'est égal encore à H étoile X scalaire Y. Donc en fait, H, en fait, oui, on n'a pas besoin. Donc H, bon voilà, du coup ça c'est, ok. Or,
H étoile, donc ça c'est un endomorphisme. L'endomorphisme adjoint de H. H étoile est l'unique endomorphisme de F vérifiant H étoile X, Y égale X, HY, quel que soit XY dans F. Donc d'un côté, je sais que j'ai un unique endomorphisme qui vérifie cette identité, et d'un autre côté, je connais déjà un endomorphisme qui vérifie cette identité. Donc, forcément, il y a égalité. H est donc orthogonal. Voilà. Très bien. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire un argument par récurrence. Donc, théorème. Ça, c'est peut-être le premier. Non, Gram-Schmidt, ça, c'était un joli théorème. OK, c'est le deuxième grand théorème. Donc, théorème. J'ai envie de l'appeler le théorème spectral. C'est un peu... Ouais. C'est en fait en dimension infinie, surtout qu'on appelle ça un théorème spectral. Mais bon, peu importe. Je vais l'appeler ça théorème spectral. Théorème spectral pour endomorphisme. OK. Donc, pour les gros théorèmes, je préfère rappeler nos hypothèses, toutes les hypothèses. Donc, soit E, un espace pré-hilbertien de dimension finie, c'est-à-dire euclidien ou hermitien, et soit F, un endomorphisme auto-adjoint. On va l'écrire en toutes lettres. Un endomorphisme auto-adjoint. Et si vous voulez, on va l'écrire aussi symboliquement, c'est-à-dire F appartient à and de E, c'est un endomorphisme, et il est auto-adjoint, F égale F étoile. Alors, F est diagonalisable dans une base orthonormée. Oui, c'est peut-être... Je vais le dire comme ça. Non, je vais le dire tout simplement. Alors, E admet une base orthonormée. Alors, E admet une base orthonormée E1, En, telle que la matrice dans cette base de F est diagonale. C'est ça que je veux dire par diagonalisable dans une base orthonormée. Avant de démontrer, je vais faire juste une petite remarque. Dire que la matrice E1, En de F
est diagonale, c'est exactement la même chose que de dire que E1, En sont des vecteurs propres de F. Est-ce que ça c'est clair ou il faut Je pense que normalement, quand vous avez déjà dû parler de diagonalisation. J'espère que vous avez déjà vu ça. Bah, ok, on va le dire. En effet, oui, vous savez ça. Bon, très bien. Ok. Je ne vais pas répéter des choses que vous savez. A priori, vous le savez. D'accord? Donc, ok, dans la preuve, je vais peut-être démontrer plutôt... Oui, en fait, ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais trouver donc une base de vecteurs propres de F. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire. Une base orthonormée qui consiste en des vecteurs propres de F. Donc, la preuve, elle se fait par récurrence sur n, qui est la dimension de. Alors, le cas de base, c'est... Alors, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu pédant avec la dimension non nulle, parce que, pour moi, l'espace de dimension nulle, c'est tout à fait un espace avec, voilà, avec le produit scalaire. Nul, c'est quand même un produit scalaire. Donc, on n'a pas le droit d'exclure, enfin, moi, je ne me permets pas d'exclure le cas de dimension 0, même s'il est un peu bizarre. Donc, n égale 0. Ben, c'est bon. Donc, une base de l'espace de dimension 0, il est vide. Donc, E admet une unique base qui est forcément vide. Donc, puisqu'elle est vide, elle consiste, c'est une famille orthonormée. Et, tous ses membres sont des vecteurs propres de F, qui est l'application vide, qui est l'application 0. Il y a une unique application, c'est 0 de toute manière. Donc, E c'est juste l'espace 0 qui est... Okay. C'est un peu idiot, mais il n'y a aucun souci. Enfin, si vous y pensez un peu, ça ne pose pas de souci. Donc, sauf s'il y a des protestations très, très importantes, bon, enfin, peut-être pas très importantes, sauf s'il y a des protestations, je ne veux pas traiter le cas n égale 1 comme un cas particulier, je vais tout de suite passer à l'étape de récurrence. Si jamais, en fait, je préfère de le faire comme ça. Si jamais ça pose un souci à quelqu'un qui considère que le n égale 0, c'est trop louche, alors je vous invite à voir qu'avec ce qu'on a, on peut aussi démontrer le cas n égale 1 séparément et faire la récurrence à partir de n égale 2. Mais ce n'est pas nécessaire. Il n'y a rien de louche, c'est un peu inhabituel, mais il n'y a rien de louche ici. D'accord, donc n égale 0. Donc on suppose que c'est vrai. Donc pour n égale n-1. Donc, OK.
d'après un lemme qu'on a démontré tout à l'heure, F admet... Ah, pardon, encore pire, j'oublie... Ah oui, j'ai oublié de dire une chose, cette matrice, elle est diagonale... Bon, ok, on analysera ça plus tard. On analysera et diagonale... Oui, je devais dire... diagonale, j'ajouterai, pardon, diagonale réelle. Même si... Okay, on va tout simplement écrire comme ça. Lambda 1, lambda n, 0, 0, avec tous les lambda i réels. Donc non seulement que je veux que la matrice soit diagonale, je veux dire aussi que toutes les valeurs sur la diagonale sont réelles. D'accord, j'ai oublié de l'énoncer. Ok, donc je reviens au cas général. Donc, on va montrer que... Donc, en fait, ce que je montre, c'est qu'il y a une base orthogonale, orthonormée qui consiste en des vecteurs propres. Donc, d'après le lemme, f admet une valeur propre réelle et je vais l'appeler... Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler lambda. Peut-être que je vais l'appeler lambda n. Bon, je vais l'appeler lambda. F admet donc un vecteur, donc, ok, plutôt soit U, le vecteur propre, enfin, un vecteur propre. Un vecteur propre correspondant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U est non nul et f de U égale lambda. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui. Posons E, alors est-ce que je vais l'appeler E1 ou EN? J'ai envie de l'appeler EN. Si le lambda, je vais l'appeler, enfin peu importe. Ok. Posons EN égale U divisé par norme de U. Je peux le faire parce que UN il est non nul. Donc, maintenant la norme de EN est égale à 1 et f de EN, c'est toujours lambda fois EN. Super. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc ça, c'est juste dire que c'est à... Bon, en fait, je m'en fiche un peu de la valeur propre lambda, je veux juste savoir qu'elle existe. Le fait qu'elle soit réelle, on va y arriver plus tard. Bon, enfin, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est cette identité. Parce que ça implique que f de En appartient à vect. En fait, ça implique que en fait, quel que soit alpha En dans vect En f de alpha En, enfin, quel qu'il soit x
dans vec de n, f de x égale lambda x, donc qui appartient aussi à vect de en. Donc, vect de en est stable par... Ah, je l'ai appelé f. Ah, alors que j'aurais dû l'appeler g. Bon, c'est pas grave, trop tard, ça s'appelle f. Du coup, on va appeler le sous-espace qui va nous intéresser, on va l'appeler g pour ne pas appeler f deux choses différentes. Donc ça, c'est stable par f. Comme f est auto-adjoint. Donc j'ai déjà utilisé une fois le fait que f est auto-adjoint pour dire qu'il existe une valeur propre réelle. Et donc un vecteur propre. Donc, ici, on a utilisé car f est auto-adjoint. Maintenant, je vais utiliser une deuxième fois le fait que f est auto-adjoint. Pour dire que l'espace perpendiculaire à vect en est aussi stable par f. C'était un autre lemme, si f est auto-adjoint et un espace est stable, alors son orthogonal est stable par f. D'accord? Et on fait un petit rappel. Donc, en fait, l'espace perpendiculaire juste au vecteur en est égal à l'espace perpendiculaire au vecteur n. C'est-à-dire, pour être orthogonal à tous les vecteurs engendrés par en, il suffit de juste être orthogonal à en lui seul. OK, donc posons G égale, donc je vais l'écrire comme ça plutôt. C'est juste, c'est plus compact. C'est tous les vecteurs. Donc, qu'est-ce qu'on a? G est stable par F. Donc, donc quoi? Donc F restreint à G appartient à, c'est aussi un endomorphisme de G, et comme F est auto-adjoint, donc je vais l'appeler, appelons appelons le G, petit g. Donc, non, H. H égale F restreint à G. Okay? Donc, ça, c'est un endomorphisme de G. Et encore, j'évoque un lemme qu'on a démontré tout à l'heure. Comme F est est un endomorphisme. Okay. Endomorphisme auto-adjoint de E, H, la restriction, est un endomorphisme auto-adjoint de G. Donc, c'est encore une fois, c'est juste encore un lemme qu'on a démontré. Très bien. Dernière chose que je veux faire, c'est de calculer la dimension de G.
Alors, je vous rappelle, un autre rappel, c'est que si, ok, G somme directe, enfin E égale G somme directe, G perpendiculaire. G perpendiculaire, c'est vect E n perpendiculaire, donc c'est vect E n. Donc, la dimension de G perpendiculaire, c'est 1. Donc, la dimension de G, c'est n-1. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un sous-espace vectoriel de dimension n-1 et j'ai un endomorphisme auto-adjoint de G. Donc, puisque H est un endomorphisme de G et il est auto-adjoint, par hypothèse de récurrence, on applique l'hypothèse. On peut appliquer. On peut appliquer l'hypothèse de récurrence donc, d'après l'hypothèse de récurrence, G admet une base qui consiste en deux vecteurs propres de H. On va la noter E1. Du coup, c'est dimension n-1, donc c'est E1 jusqu'à En-1. Ah, vous voyez pourquoi j'ai appelé l'autre En. Alors, OK, étudions cette base. Une base orthonormée, pardon. Une base orthonormée. D'accord, voilà. Donc, ça admet une base orthonormée des vecteurs propres de H. Alors, pour I entre 1 et n-1, donc c'est quoi F de EI? Ben, c'est H de EI. Donc, c'est un certain lambda I de EI, peu importe, enfin, c'est juste la valeur propre qui correspond. Donc, EI est aussi vecteur propre de F avec la même valeur propre, mais on s'en fiche pour l'instant. Voilà, très bien. Autrement dit, donc tous les EI pour 1 jusqu'à n-1 sont aussi des vecteurs propres de F. Et on sait déjà que le En, c'est un vecteur propre de F. Maintenant, pour I et J entre 1 et n, je vais calculer le EI scalaire EJ. Alors là, je vais considérer plusieurs cas. Premier cas, c'est que I et J, tous les deux, sont plus petits que n-1. Dans ce cas, c'est delta I J parce que la base est orthonormée. Parce que cette famille est orthonormée. Car E1 jusqu'à En-1 est orthonormé. Si I est plus petit ou égal à n-1 et J est égal à n, ce sera 0. Parce que
En, il est orthogonal à G. Par définition, G, c'est l'espace orthogonal à En. Si J, il est plus petit ou égal à N-1 et I est égal à N, bah c'est 0 pour la même raison. Et finalement, il reste le cas où I égale à J égale à N. Et ben dans ce cas, c'est égal à 1 parce que c'est le scalaire de En avec En. Et on a dit que En, c'était des normes. Donc, en fait, on fait le calcul, on voit que en fait, c'est toujours, quel que soit le cas, en fait, on n'avait pas besoin de cette séparation des cas, elle était complètement inutile. C'est toujours delta I. Autrement dit, la famille E1, non pas jusqu'à En-1, mais jusqu'à En, est autonormée. Elle est donc libre. Donc, libre, c'est donc une base. Nous avons trouvé une base orthonormée de E qui consiste en des vecteurs propres de F. Et la dernière chose qu'il faudrait dire, c'est que du coup, toutes les valeurs propres sont réelles, mais ça, c'est juste parce que ce sont des vecteurs propres de la matrice. Voilà. En considérant la matrice de F en fait, okay, soit A, la matrice de F dans cette base. Donc, c'est lambda 1 jusqu'à lambda n, où f de EI égale lambda I EI. Alors, puisque c'est une base, puisque f égale f étoile et A est une et E1 jusqu'à En est une base orthonormée. Donc, encore une fois, la matrice de F étoile, c'est A conjugué transposé. Donc, A égale A conjugué transposé. Sauf que là, comme elle est diagonale, c'est juste A conjugué. Donc, ça implique que lambda I appartient à R pour tout I. Et voilà, c'est fini. En fait, je n'ai pas vraiment besoin de parler des valeurs propres de la matrice parce que les valeurs propres, maintenant, il n'y a pas besoin de les chercher. Elles sont là, elles sont évidentes. Voilà, donc ça, c'est le théorème spectral, le théorème de diagonalisation d'une matrice, d'un endomorphisme auto-adjoint. On peut considérer, ça a des corollaires pour des matrices. Alors, pour les matrices, je vais énoncer les deux corollaires séparément, ne serait-ce que parce que vous allez utiliser la version, même si la version réelle, finalement,
on peut faire un effort pour énoncer, on a un seul énoncé, mais ça va juste créer de la confusion. Du coup, je vais énoncer deux corollaires séparés. Corollaire. Soit A, une matrice réelle symétrique. Alors, il existe une matrice, ok, je vais le dire comme ça, ouais, non, je vais le dire d'abord comme ça. Alors, A est diagonalisable par une matrice orthogonale. C'est-à-dire, il existe une matrice diagonale et une matrice orthogonale. Donc, O, tel que A fois O inverse O, donc je égale D et diagonale. Évidemment, ce serait une matrice réelle. Donc, matrice orthogonale M. Matrice orthogonale réelle. Donc, je vous rappelle, O est orthogonale si O inverse égale O transposé, c'est-à-dire enfin, du coup, on peut écrire ça même sous la forme O transposé à O. Preuve. Je vais utiliser le théorème spectral. Je vais l'appliquer donc à l'espace vectoriel, à l'espace euclidien standard. C'est-à-dire, on pose E égale Rn muni du produit scalaire standard. X scalaire Y, c'est X transposé fois Y. C'est somme de XI, YI, bon, le produit scalaire standard sur Rn. Et on pose soit... pardon. Et on, okay. On pose pour X dans E, on pose fx égale A fois X. Donc ça, c'est encore une fois un vecteur de Rn. Donc, c'est une application linéaire. Alors, F, c'est bien un endomorphisme de Rn. Maintenant, la base canonique E1, En est orthonormée et la matrice de F dans cette base
c'est tout bêtement A. Puisque A est symétrique, F est auto-adjoint. Toujours la même chose. La matrice de l'auto-adjoint, c'est la transposée de A, mais c'est égal à A. Donc, Rn admet une base orthonormée, une autre base orthonormée. Alors, bon, j'ai déjà utilisé E1 jusqu'à En, donc je vais l'appeler E1', En', dans laquelle f est diagonale. Ok, donc la matrice donc E1', En' de f est égale à une certaine matrice D que je vais écrire ok, lambda 1, lambda n. Ok. Maintenant, on applique la formule de changement de base. D, c'est P inverse P inverse A. P, c'est bien ça, oui, oui, c'est bien ça. Où P est la matrice de passage de E1, En à E1', En'. Or, ce sont deux bases orthonormées. Et je vous rappelle, alors ça c'est à peu près l'unique propriété, il y a énormément de propriétés qu'on va étudier plus tard, mais l'unique propriété qu'on a montrée, presque l'unique propriété, qu'on a montrée pour les matrices orthogonales, c'était si j'ai une matrice de passage entre deux bases orthonormées, alors, dans le cas euclidien, elle est diagonale, elle est orthogonale. Donc, rappel, dans un espace euclidien, la matrice de passage entre deux bases orthonormées et orthogonale. Donc, P orthogonale. Donc, ça veut dire que, je rappelle, P inverse égale P transposé. Bon, voilà, on a fini. Finalement, P orthogonale et P inverse AP qui est égal à P transposé AP est égal à une matrice diagonale lambda 1, lambda n. Voilà. Donc, voilà. Il me
reste que 5 minutes et je dis il y a le cas réel et le cas complexe qui sont, enfin, ok, voilà, c'est avec l'âge que vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était pas vraiment nécessaire de les énoncer séparément, mais là, comme j'ai énoncé, là pour ne pas avoir de confusion, j'ai énoncé le cas réel séparément, donc je vais juste énoncer le cas complexe sans le démontrer, parce que la preuve, elle est vraiment identique. Donc, corollaire, autre corollaire, donc soit A, une matrice complexe cette fois-ci, hermitienne, alors il existe une matrice unitaire, U, donc je vous rappelle, ça veut dire, c'est-à-dire U, c'est une matrice complète. On va le faire ici. U est une matrice complexe, elle aussi, et U transposé conjugué, c'est l'inverse, tel que U A, U, alors je vais dire inverse, donc c'est pareil que U conjugué transposé A, U, est diagonale. Et bon, puisque c'est une diagonalisation de A, et on sait que toutes les valeurs propres de A sont forcément réelles, et de surcroît, même si tout était complexe, finalement, là, la matrice diagonalisée, elle est forcément réelle. Alors, la preuve, elle est identique. J'ai envie de dire identique. Enfin, c'est pas identique. Il faut, certains mots, il faut remplacer par d'autres mots. Mais une fois que vous avez remplacé parfois partout complexe par réel, pardon, une fois que vous avez remplacé partout réel par complexe, orthogonal par unitaire, etc., en fait, la preuve, elle marche pareil. Donc, c'est pareil que le corollaire précédent avec le changement nécessaire. Ça, c'est juste pour faire semblant que je connais quelques phrases en latin. Et du coup, je pense que c'est un bon moment peut-être pour s'arrêter. Oui, sinon il faudra ouvrir un nouveau sujet. Donc on va s'arrêter là. Peut-être une remarque. Ouais, ok. On va, ouais, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, bah, très bien. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. On va couper.